Alors, tous ceux qui adorent faire... Oh, dès qu'on fait des blagues de paix, alors je suis désolé pour vous. Bande de snobs. Parce qu'on va parler des combats de prout au Japon. Ouais, du prout fighting, de l'UFC après un KFC. Ah, il fait beau, moi pour les vidéos pour vous, je choisis les meilleurs décors. Tu mets des likes déjà pour soutenir le fait que je suis sorti dehors avec ce temps-là. Après bon, pour un russe ça va, mais déjà dans les commentaires tu me dis, est-ce que ça a neigé chez toi? Je sais que vous adorez le Japon, hein, leur art, les arts martiaux, One Piece, entre tradition et modernité. Mais là, on va parler de leur côté sombre. L'humour des toilettes, c'est un art millénaire. Aujourd'hui, ok, ces blagues sont un peu tabous ou mauvais goût. Même les Sumériens, il y a 4000 ans, ils faisaient des blagues de ce type. Les philosophes grecs s'y ont mis aussi. Et même au Moyen-Âge, ça volait bien bas. Mais le Japon, ils ont fait passer ça à un niveau supérieur. Voici le chef-d'œuvre de l'époque Edo. Un rouleau de dessin appelé Heigasen. J'aurais plutôt appelé ça Heigasen. On pourrait traduire ça par la guerre des proutes. Oui, c'est aussi absurde que ça en a l'air. Imaginez des gens qui détruisent des murs, renversent des chevaux, font voler des chats, tout ça grâce à leur émission gazeuse. Et il y a même une catapulte à AP pour attaquer les bâtiments. Mets un like si chez toi t'as déjà lancé ce genre d'attaque. Je vous jure, ça existe. Bon, ça n'a pas existé pour de vrai, ils ont pas fait des guerres avec leurs proutes, non. Mais c'est des BD qui existent vraiment. Alors, à quoi ça servait? Certains disent que c'est une manière de se moquer des étrangers à travers la satire, et d'autres pensent que c'était juste une bonne grosse blague typique de l'époque Edo. Une sorte d'esthétique humoristique japonaise appelée Okoe, qui mélange absurdité et exagération. Mais franchement, à force de toujours chercher des significations profondes, on oublie juste que les gens à la base, ils voulaient juste se marrer. Alors foutez-leur la paix. Ou le paix. Tiens, je viens de faire de l'humour japonais. Après, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup changé aujourd'hui? Hey mes Yagado, eh oui, aujourd'hui on inaugure un nouveau format. J'ai trop envie de tester ça avec vous, alors s'il vous plaît, un maximum de likes pour soutenir. Vous aimez des faits incroyables qui font chauffer votre cerveau? Parce que là, il y a besoin de chauffer votre cerveau. Moi aussi. J'ai pêché des faits complètement dingues et sordides qui se cachent dans les coins les plus sombres d'Internet. Ça a été soigneusement préparé pour vous, mijoté à feu doux, saupoudré d'un peu d'humour et servi sur un plateau de YouTube. Alors installez-vous bien confortablement et préparez votre cerveau à chauffer. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Baseball de prisonniers. En 1911, il y avait une équipe de baseball qui portait un nom très prétentieux. All Stars. Alors, est-ce que c'était vraiment la Dream Team dans laquelle tout le monde voulait être? Non, parce qu'en réalité, c'était une équipe de la prison de l'État de Wyoming. Et chaque joueur, c'était un condamné à... Leur motivation, très simple. Ah, c'est gagner ou mourir. 4 points ou 4 planches. Non mais, littéralement, chaque victoire leur offrait un report d'exécution. La vie devenait un jeu grandeur nature. Tu strikes ou tu meurs. Et si cette équipe a vu le jour, c'est grâce à Felix Alston, un gardien de prison passionné de baseball, et qui croyait fermement que tout le monde mérite une seconde chance. Enfin, sauf si tu perds. Alors, il a recruté une équipe, un melting pot, 3 violonistes, un escroc, 5 voleurs, et 3 meurtres. Sympa la Dream Team, non? Après, vous me direz, bon, c'est une équipe B du FC Aubervilliers. Mais en tout cas, eux, à ça jouer. Si on oublie 2 secondes leur CV criminel... C'était une très bonne équipe. Match après match, ils accumulaient les victoires et repoussaient leur condamnation. En même temps, c'est une bonne motivation. Et croyez-le ou non, mais ils avaient des fans. Le stade était complet, les billets sold out et tout le monde pariait. On venait voir un match où l'enjeu n'était pas une coupe, mais une vie. Oh, je le kiffe trop. C'est lui qui a buté mon oncle. Mais ces victoires, aussi impressionnantes soient-elles, posaient un vrai problème moral. C'est pour les victimes. Imaginez la famille des victimes où tu vois un mec qui a quelqu'un de ta famille, et il est en train d'être adulé par tout le stade. Tous les gens le considèrent comme une star, un héros. Eh ben, leur douleur était mise de côté parce que le baseball, c'est sacré. Et surtout parce qu'une équipe qui gagne, c'est une équipe qui rapporte. Au final, les joueurs ont failli échanger leur peine contre de la prison à perpétuité. Et peut-être que ça aurait marché si le gouverneur n'avait pas interdit les paris sportifs. Ce qui a poussé Felix Alston à dissoudre l'équipe. La saison étant terminée, les appels ont été rejetés, et le 24 mai 1912, Joseph Seng, un joueur clé de l'équipe, a été pendu. Et les autres ont suivi peu après, tous
Ah, comme quoi, gagner éternellement, c'est impossible. La plus courte peine de prison du monde. En 1905, un soldat nommé Joe Mung décide de s'éclater un peu. Alors, il quitte sa base militaire en scred et il part faire la teuf dans un bar. Il commence à foutre le bordel, à partir dans des embrouilles, à se bagarrer. Et là, il y a un policier qui le voit, et donc il est abasourdi de voir un mec en uniforme foutre autant le bordel, et il décide de l'embarquer sur le coup. Le lendemain, Mung passe devant le juge, alors il est en gueule de bois, et il prend pour 30 jours de prison. Donc, assez classique, vous me direz. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que cette histoire est absurde. Son avocat arrive à faire appel et réduit sa peine à 1 minute. Ouais, c'est Better Call Saul, le mec. Et donc il a vraiment été condamné à 1 minute de prison. Même pas le temps de faire tomber la savonnette. Mung a été escorté jusqu'à la prison, enfermé dans une cellule, et il y a passé 60 secondes top chrono. Puis il en ressort, et puis voilà, il a purgé sa peine. J'espère qu'il a pas tenté une évasion, parce que si on le crame, c'est quoi ? On le met 10 secondes au cachot. Alors, spoiler, 7 minutes n'a clairement pas aidé à le remettre sur le droit chemin. 1 an plus tard, à bord d'un navire, il se bat violemment avec son sergent. Et sur ce coup-là, pas de procès parce que son sergent le violemment à coup de balle, légitime défense parce qu'il le menaçait. Donc sur internet, cette peine est connue comme la peine de prison la plus courte au monde. 1 minute. Chocolat au poisson. Toi, t'aurais voulu goûter du chocolat au poisson ? Pourquoi tu fais une grimace là ? Eh ben en Finlande, il existe une entreprise qui fabrique du chocolat qui s'appelle Taiga. Ils y ajoutent d'habitude des baies comme des myrtilles ou des mûres, donc rien d'exceptionnel. Et on dirait qu'un jour ils ont posé la question de « Tu aimes le poisson ? Tu aimes le chocolat ? Eh ben tu aimes le poisson au chocolat. » C'est à peu près comme s'ils avaient posé la question de « Tu aimes coucher ? Tu aimes ta maman ? Eh ben tu aimes coucher avec ta... » Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Non, c'est pas du chocolat goût poisson. Non, c'est vraiment du poisson trempé dans du chocolat. Vraiment. Poisson, chocolat, paf. Si ça vous donne envie de vomir, vous pouvez quitter la vidéo. Non, franchement, tu me dis là, t'aurais voulu goûter ou pas ? Parce qu'il paraît que c'est pas si dégueulasse. Et que c'est même bon. Même très bon. Alors, j'ai du mal à y croire, mais apparemment ce mélange sucré-salé, ça séduit. Parce que les mecs, ils ont quand même reçu le prix de la meilleure confiserie de toute la Finlande. Ah, le chocolat de Dubaï, il fait pas le poids. Non mais moi, ça y est, ma mission désormais dans la vie, c'est de goûter du poisson au chocolat. Et si ça ne vous suffit pas, ils font aussi du chocolat aux asticots et aux rennes. Alors maintenant, tu sais quel cadeau il faut faire pour Noël. Stylo dégueulasse. Allez, on continue notre incroyable tour des trucs les plus dégueulasses au monde. Vous aimez ramener des souvenirs des pays que vous visitez, hein ? Des petits aimants à frigo, lolo, la petite tour Eiffel en plastique, ou pourquoi pas un mug ? Pah, tout ça c'est trop classique. Alors, imaginez si on vous offre un stylo tout droit venu du Japon. Bon, ok, jusque-là, vous allez dire, y a quoi d'original ? Mais regardez ce stylo d'un peu plus près. Et surtout, essayez de ne pas vomir. À l'intérieur, il y a un petit passager inattendu. Un ver parasite vivant. Ouais, les vers qui rentrent dans ton intestin, là. Eh ben, ils flottent joyeusement dans le tube. Parce que visiblement, une boule à neige, c'était pas assez original. C'est un nématode. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, vous viviez mieux avant de le savoir, cette petite horreur peut causer des infections gastro-intestinales bien corsées. Alors, pourquoi en faire un stylo souvenir ? Je veux parler au mec qui a eu cette idée. Qui s'est dit, un truc gluant bien dégueulasse qui peut rendre malade ? Parfait pour un stylo, ça. T'as pas vu le stylo que je ramenais du Japon ? Ouais, je l'ai pris, pourquoi ? Il y avait pas un truc ici avant ? Bon, le but apparemment, c'est de voir ces asticots gigoter pendant que vous êtes en train de signer des chèques. Des chèques à votre médecin. Hein. Télé-réalité dans l'espace. Vous avez déjà eu cette sensation bizarre ? Comme si tout autour de vous n'était qu'une mise en scène gigantesque. Que tout était fake. Que tous vos potes, ce sont des acteurs sous contrat jouant vos amis. Et que même votre famille pourrait faire partie du casting. Ouais, c'est le Truman Show, sauf que là, il n'y a pas Jim Carrey pour vous faire marrer. Et ce truc existe vraiment. En 2005, la Grande-Bretagne, toujours prête pour des concepts perchés, a lancé une émission de télé-réalité appelée Space Cadet. L'idée, c'est de faire croire à des gens qu'ils vont dans l'espace. Le concept était simple mais diabolique. 12 candidats sélectionnés pour suivre une formation d'astronaute ultra spéciale et à la fin 4 heureux élus décrochent une mission spatiale de 5 jours. Une opportunité dingue, non ? C'est pas tous les jours qu'on vous propose d'être le prochain Thomas Pesquet. Les candidats étaient en extase totale. Ils ont suivi une préparation intense puis ont été envoyés en Russie pour leur grand lancement. Et là, le moment tant attendu, le décollage. Ils flottent dans l'espace, admirent la Terre depuis le hublot. Certains versent même une petite larme d'émotion. Ah, vraiment trop beau pour être vrai. Eh ben c'était le cas.
c'était pas vrai. Pas de vol, pas de Russie et clairement pas d'espace. Les pauvres cobayes avaient été en réalité amenés sur une base aérienne désaffectée en Grande-Bretagne. Ouais, apparemment, d'après eux, la Russie, ça ressemble à ça. Tout autour d'eux, c'était du fake. Niveau blockbuster à petit budget. Des décors, des effets spéciaux douteux. Ils ont installé des prises électriques russes pour que ça fasse vrai. Et le pire, c'est que pour justifier l'absence de la gravité zéro, parce qu'ils n'étaient pas dans l'espace, ils ont trouvé une excuse bidon. Vous êtes sur une orbite basse. C'est pour ça, c'est normal, il n'y a pas la gravité zéro. Et ils y ont cru. Après, normal, t'as pas le réflexe de googler comment fonctionne la gravité pendant que t'es dans un vaisseau spatial. Et le clou du spectacle, c'est quand leur émission s'est terminée, la porte du vaisseau s'est ouverte sur un plateau télé rempli de caméras et d'applaudissements. Surprise! Vous pensiez être des astronautes? Eh ben non, vous êtes juste des pigeons. Les candidats, ils hallucinaient. Bon, ils se sont fait arnaquer, mais au moins ils ont marqué l'histoire. Enfin, celle de la télé-réalité. Billet d'avion illimité. Une fois, une compagnie aérienne a sorti un billet illimité. Oui, vous avez bien entendu, un billet d'avion illimité. Tu peux voler autant que tu veux, où tu veux. Dans les années 80, American Airlines, en pleine galère financière, a lancé un programme spécial appelé AirPass. Le concept, pour la maudite somme de 250 000 $, oui, rien que ça. Vous pouviez voler en première classe sans aucune limite. Et pour les amoureux de voyage en duo, vous ajoutez 150 000 $ et vous avez toujours le droit à un compagnon. Un jackpot pour la compagnie, non? C'était un coup de buzz, parce que après tout, mais qui pourrait voler assez pour rentabiliser un tel truc? Eh ben, spoiler, Steven Rothstein a réussi. Ce mec a littéralement transformé ce billet en style de vie. Le gars vivait pratiquement dans les avions. Le matin, il était à New York, l'après-midi à Paris pour un café et un croissant, et le soir, il rentrait comme si de rien n'était. Sa famille, il s'était habitué, tellement qu'à un moment, Steven et sa femme ont décidé de prendre des avions différents. Oui, au cas où, s'il y en a un des deux qui crache, bah, il y a toujours un parent qui reste en vie pour les enfants. Logique, non? En 20 ans, il a cumulé 10 000 vols. À ce stade, il connaissait tout le monde dans les aéroports. Pilote, agent d'enregistrement, personnel de bord. Il était super sympa, tout le monde l'adorait. Steven envoyait des cartes postales aux agents, il partageait ses bonus miles avec ceux qui en avaient besoin, il invitait des inconnus à voyager avec lui. Vous voulez voir un match à l'autre bout du monde? Montez dans l'avion pour dire adieu à un proche? Steven vous prenait sous son aile. Au sens propre. Mais Steven, c'était pas juste un gars qui brûlait du kérosène pour le fun. C'était quelqu'un qui utilisait son billet illimité pour rendre des gens autour de lui heureux. Une sorte de super-héros des cieux qui faisait le bien entre 2 cafés à Paris et un petit coucher de soleil à Tokyo. Mais par contre, la compagnie aérienne, ils en pouvaient plus. Parce qu'au début, c'était une très bonne idée. Ça aidait à sortir la compagnie de la galère. Mais rapidement, à cause de lui, ils se sont retrouvés dans un gouffre financier. Et comme le billet était éternel, bah, que faire? Se débarrasser de Steve? Foutre un truc dans son repas d'avion? Organiser un crash? Non, heureusement, ils ont juste inventé une excuse pour le supprimer. En 2008, Steven, toujours fidèle à son billet, il s'est présenté à l'avion avec un pote à lui pour faire un voyage, et là, on lui a dit stop. Son billet était annulé pour fraude, parce qu'en fait, il prenait beaucoup trop de gens, il passait ses miles à des amis, alors que ce n'était pas interdit dans le contrat. Mais ils se sont servis de cette excuse pour annuler son billet. Bien sûr, Steven était fou de rage, il a porté plainte contre la compagnie aérienne, mais malheureusement, la cour a préféré donner raison à American Airlines. PQ dangereux. Préparez-vous, parce que ce fait risque de vous faire grimacer, voire même souffrir. L'invention du premier vrai papier toilette est attribuée à Joseph Gately dans les années 1850. Mais attention, ce n'est qu'en 1930 qu'on a commencé à vendre du papier toilette avec la mention « sans écharde ». Sérieux? Oui, vous avez bien entendu, sans écharde. Je vous laisse infuser ça quelques secondes. Imaginez le visage des gens d'avant, sachant que utiliser leur papier toilette, c'était un peu une roulette russe. Un coup sur 6, tu peux te foutre une écharpe dans le bordel. Du peeling naturel, c'est un cif gratuit. Tout ça car des micro-échardes étaient encore présentes à cause de la mauvaise transformation du bois en papier. Pas très confort moderne. Alors oui, vous êtes tous en panique, mais oh bordel, mais comment c'était dangereux à l'époque? Après, soyons réalistes. Toutes ces feuilles n'avaient pas forcément des échardes. C'était juste une petite chance, ou plutôt malchance, de tomber sur la feuille assassine. Surtout après, en 1930, il n'y en avait quasi plus. Et c'est là que le gars qui a lancé la mention sans écharde a fait un coup de génie du marketing. Parce qu'entre nous, même s'il n'y avait pas d'écharde chez la concurrence, t'aurais vraiment pris le risque? Photographe de l'éruption. En mars 1980, des scientifiques ont détecté des activités sismiques autour du mont St. Helens, un volcan situé dans l'état de Washington aux États-Unis. Pendant 2 mois, des touristes curieux, scientifiques et photographes affluaient
pour observer ce spectacle, à la fois fascinant et terrifiant. Parmi eux, un photographe nommé Robert Landsburg. Pendant des semaines, il s'est aventuré près du volcan dans des endroits dangereux même, capturant chaque étape de son évolution. Malgré le danger, il continuait à documenter le moindre signe avant-coureur. 18 mai 1980. Le jour fatidique. Ce matin-là, Robert s'est encore une fois rapproché du volcan pour faire ses photos, mais soudain, il a vu un nuage de cendres gigantesques se diriger vers lui, à une vitesse terrifiante. Il a compris que l'éruption avait commencé, et que fuir était inutile. C'était déjà trop tard. Et plutôt que de paniquer, il a continué à photographier. Puis, dans un ultime geste de bravoure, il a rangé sa caméra dans un sac et il s'est couché dessus, pour la protéger avec son propre corps. L'éruption était une catastrophe majeure. 57 personnes y sont passées, dont Robert Landsburg. 17 jours plus tard, son corps a été retrouvé, enseveli par des tonnes de cendres volcaniques. Et grâce à son sacrifice, sa caméra et les pellicules qu'elle contenait ont été récupérées intactes. Les photographies qu'il a prises ont permis à des géologues de mieux comprendre le phénomène de l'éruption. Il a fourni des données précieuses à la recherche. Ces clichés, témoins des derniers instants de Robert, ont été publiés quelques mois plus tard dans National Geographic, accompagnés d'un article rendant hommage à son courage et sa détermination. Quiz! Alors, question. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on joue. 3, 2, 1. La réponse? C'est un oreiller. Oui, un vrai oreiller pour aller dormir. Oui, enfin, dormir, c'est vite dit, parce que niveau confort, on est plus proche d'une planche de torture médiévale. Mais figurez-vous que ce genre d'oreiller était vraiment utilisé par les anciennes civilisations, notamment en Mésopotamie, en Chine et en Égypte. Fait en bois, en pierre ou alors carrément en bronze. Pourquoi pas dormir sur un parpaing tant qu'on y est? Ces oreillers avaient leur raison d'être. Alors, pourquoi pas utiliser juste un tas de paille ou je sais pas, du coton? Un truc au moins un peu confortable. Et non, c'était pas juste pour s'offrir. En fait, ce genre d'oreiller éloignait les insectes de la maison. Oui, parce que dans les pays chauds et humides, c'est assez compliqué. En plus, ça te ventilait la tête en mode clim naturel. Et en Égypte, ils faisaient même office de protection magique contre les mauvais esprits. Pour les punaises de lit à Paris, en tout cas, on a trouvé la solution. Vivre sur un arbre. Ce que je vais vous raconter là, c'est une histoire fascinante et un peu folle de l'amitié entre une femme et un arbre. Ouais, ça paraît un peu chelou comme ça. Après, on parle pas de n'importe quel arbre non plus, c'est Luna, un séquoia géant âgé de plus de 1000 ans. Tout commence dans les années 90 quand une compagnie décide de raser une forêt entière pour son business. Évidemment, ça ne plaît pas aux habitants du coin. Donc déjà, l'entreprise décide de raser un village et faire dégager tous les habitants, mais là du coup, ça fait encore plus parler de cette affaire. Et là, t'as des activistes de gauche, des mecs super engagés qui débarquent et qui veulent protéger cette forêt. Et à l'époque, leur méthode la plus efficace était simple mais audacieuse. Grimper sur des arbres et refuser d'en descendre. Le principe, tant qu'il y a quelqu'un perché là-haut, l'arbre ne se fera pas couper. Bon, en général, ça marchait moyen parce que les militants finissaient toujours par descendre et l'arbre se faisait couper aussi vite. Mais pas dans ce cas-là. Parce que là, on parle de Julia Hill, surnommée Butterfly. Julia, elle, n'était même pas militante à la base. Elle était tombée par hasard sur un événement pour la protection des forêts et elle a eu la révélation: c'est ce que je veux faire. Je veux défendre cette forêt. Donc, elle décide de grimper sur Luna, donc ce séquoia géant, et commence une aventure hors du commun. Bien sûr, les mecs, au début, ils se disaient: bon, de toute façon, elle va finir de descendre dans quelques jours. Allez, un petit café, on revient. Mais ils étaient tellement pas prêts. Julia est restée perchée sur Luna pendant 738 jours. Oui, 2 années à vivre sur un arbre. Franchement, même dans une chambre de bonne à Paris, tu fais pas ça. Mais en tout cas, elle n'a jamais touché le sol pendant 2 ans. Pas une seule fois. Pendant ce temps-là, elle dormait sur une tente accrochée aux branches. Elle affrontait des tempêtes et le froid, des pluies torrentielles. Et comme si ça ne suffisait pas, elle subissait des menaces, des intimidations et même des survols avec des hélicoptères pour la terrifier. La société a même essayé de la priver de nourriture, mais rien ne fonctionnait. Julia tenait bon, elle était déterre. Et le pire pour cette société, c'est que cet événement a pris une ampleur médiatique énorme. Julia devenait une star, elle donnait des interviews directement depuis l'arbre. Les journaux en parlaient, des émissions de télé lui étaient consacrées et l'opinion publique était en feu. Et donc sous cette pression, les responsables des scieries n'ont pas eu d'autre choix que de négocier. Et finalement, après 2 ans passés sur les branches, Julia et son avocat ont réussi à parvenir à un accord. Finalement, Luna, donc le séquoia, et une petite partie de la forêt ont été sauvés. Elle a réussi! 2 ans à vivre sur un arbre pour en sauver un. Mais attendez, parce que cette histoire devient encore plus complexe. Vous voulez savoir comment Julia a sauvé Luna? En fait, en payant.
Oui, elle a versé 50 000 $ à la société qui était le prix de l'arbre en fait. Donc imaginez une société qui ont détruit des hectares de forêt, qui ont rasé un village, et ben ils reçoivent encore de l'argent et ils en sortent gagnants. Ah, pas étonnant que ça a fait grincer des dents. Mais les activistes, ils sont beaucoup trop cons parce que du coup ils s'en ont pris à Giulia, ils ont pris ça comme une trahison de sa part. Certains l'ont accusé de s'être vendu. Oui, après ils interrompaient ses interviews, elle se faisait insulter et lyncher. Et comme ça ne suffisait pas, Giulia a osé sortir un livre. En plus, dans une grande maison d'édition. Et donc là, c'était le pompon pour les détracteurs. Ils ont tous pété un câble en mode « Attends, donc t'as sauvé un arbre et tu vas en couper plein pour sortir ton bouquin de dumps là ?» Elle disait « Je n'arrive pas à croire qu'après avoir passé 2 ans de ma vie sur un arbre, sans toucher le sol, cela ne soit toujours pas suffisant pour les gens. » Alors aujourd'hui, Giulia continue de s'investir dans différentes formes d'activisme. Elle est branchée dans plein d'assos. Elle est même rentrée dans la culture pop. Son histoire a inspiré une ligne de la chanson Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. Et aussi un épisode des Simpsons. Non, sur ce coup-là, c'est pas les Simpsons qui l'ont prédit, c'est l'inverse. Alors j'espère que vous avez kiffé ces faits complètement dingues. Sur mon Telegram, je vais partager quelques autres pépites de folie qui ne sont pas rentrées dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Donc aussi, s'il vous plaît, devenez membre de ma chaîne, lâchez des petits dons. Dans les commentaires, dites-moi lequel vous a le plus choqué ou vous a fait le plus marrer. Je suis curieux de lire vos réponses. Donc bien sûr, un maximum de likes pour me soutenir si vous avez kiffé ce format pour que je continue. Bon, en tout cas, j'ai kiffé de ouf. Découvrir tous ces trucs-là, fouiller des infos aussi insolites. Bon, en tout cas, j'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt.